Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier. Le chef de l'État a proposé aux partenaires sociaux une négociation sans tabou, je cite, sur le travail et le pouvoir d'achat. Il donne 100 jours pour relancer les réformes après la bataille des retraites. Elisabeth Borne détaillera sa nouvelle feuille de route la semaine prochaine. Bonjour Dominique Méda. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur de sociologie à Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine et présidente de l'Institut Veblen. Le fait qu'Emmanuel Macron ait parlé du travail hier doit vous satisfaire. Vous avez été entendu ? Peut-être. Écoutez, moi, je ne crois pas que le président de la République ait pris la mesure de la très grave crise du travail que traverse la France. Parce que s'il en avait pris conscience, je ne pense pas qu'il aurait fait cette réforme, je ne pense pas qu'il l'aurait fait de cette manière. Et peut-être, imaginons qu'il ait compris, qu'il ait saisi l'ampleur du problème il y a quelques jours, alors il n'aurait pas promulgué la loi. Si vous voulez, je peux revenir quelques instants sur cette crise, hein, que l'on connaît très bien. C'est ça qui est intéressant. Si on ne savait rien sur la manière dont les gens vivent leur travail aujourd'hui, on pourrait comprendre que le gouvernement fasse ce que moi je considère comme des erreurs. Mais on a absolument toutes les données sur ce qui se passe au travail. Je pense à cette formidable enquête qui s'appelle l'enquête Conditions de travail, qui passe depuis 1978 en France, hein. Elle passe tous les 7 ans à peu près. Elle est produite par le ministère du Travail. Et il y a des publications très nombreuses qui ont été faites. Par exemple, c'est avec cette enquête qu'on a vu en 2013 qu'il y avait quand même un très gros problème dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière notamment. On voyait monter le malaise à l'hôpital. Et là, sur la dernière vague de cette enquête, qui date de 2019, eh bien, on voit que 37% des actifs occupés, c'est une grosse enquête, hein, il y a 25 000 actifs occupés qui sont interrogés, on voit que 37% de ces actifs occupés pensent ne pas pouvoir tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que ce sont des cadres, ce sont des ouvriers, ce sont des employés, tout le monde est concerné. D'ailleurs, autre point intéressant, beaucoup plus les jeunes, les moins de 30 ans, que les plus vieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça, c'est peut-être un effet de perspective aussi. Peut-être Alors, non, mais sans doute, mais c'est aussi parce que les jeunes, quand même, rentrent dans des conditions de travail difficiles, et puis que peu à peu, hein, les gens sont éloignés, de gré ou de force, des emplois difficiles. Et il y a une autre enquête également passionnante, l'enquête européenne, cette fois-ci sur les conditions de travail, qui nous permet de comparer les pays et qui nous montre que la France est tout en bas, en queue de peloton. Alors justement, comment l'expliquez-vous, Dominique Méda ? Alors, d'abord, je vous donne peut-être quelques points de comparaison. Non, mais, par exemple, on est les moins bons sur les contraintes physiques. Aux contraintes physiques, donc les postures douloureuses, etc. Et d'ailleurs, tout à fait entre nous, enfin pas tout à fait, ces postures douloureuses, ces contraintes physiques, ces ports de charges lourdes représentent les 4 critères de pénibilité qui ont été ôtés en 2017. Hein, vous vous souvenez qu'il y avait 10 critères de pénibilité qui pouvaient permettre de partir plus tôt à la retraite. Voilà. Donc, on a des contraintes physiques, on a des contraintes psychologiques, psychosociales, des charges émotionnelles, etc. Et surtout, ce qui est très caractéristique de la France, c'est qu'il y a une moindre autonomie du travail et que les Français ne sont pas consultés. Et c'est très intéressant, ça fait beaucoup penser à ce qui se passe dans la vie politique, dans la vie générale. Les Français sont très peu consultés sur les objectifs qui leur sont fixés et ils participent très peu aux décisions. Donc on a dans les deux cas, dans la vie au travail et dans la vie hors travail, une sorte d'enfermement des Français dans le travail. Et du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi il y a eu cette révolte Vous voulez dire lorsque la réforme a été annoncée. Vous voulez dire que les Français ont la sensation, justifiée ou pas d'ailleurs, Dominique Méda, d'être très peu autonomes dans leur vie. Alors, leur vie démocratique, si je vous suis, et puis leur vie au travail, il faudrait améliorer la gouvernance des entreprises. Oui, tout à fait. C'est une proposition qu'on fait avec des collègues dans un livre qu'on a intitulé Manifeste au travail démocratisé, démarchandisé, dépollué, avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Batilana. Et puis toute une série d'autres chercheuses et chercheurs dans le monde entier. Là, en ce moment, on discute dans les différents continents, on discute ces propositions. La proposition, qu'est-ce que c'est ? C'est non seulement
mettre en place la codétermination, mais même d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est quoi la Alors, c'est quoi la codétermination? codétermination? C'est quand vous donnez aux salariés ou à leurs représentants des pouvoirs importants sur un certain nombre de matières au sein de l'entreprise, qu'il s'agisse que ça se passe à l'échelle de l'établissement, dans les conseils d'établissement, les comités d'entreprise, ou qu'il s'agisse de l'entreprise en général. Par exemple, en Allemagne, où c'est très répandu, dans le conseil de surveillance, vous avez certaines entreprises où c'est à parité, c'est-à-dire les représentants des salariés sont aussi nombreux que les représentants des actionnaires. Et Ça alors, veut dire... vous Ouais. pensez que lorsque l'on décide, lorsqu'on co-décide, eh bien, on a une perception de son travail qui est moins pénible, Dominique Méda? Alors, ce que nous disent les enquêtes là-dessus, puisque les chercheurs ont beaucoup travaillé, je vous disais, sur ces questions, et notamment ceux qui ont exploité l'enquête européenne sur les conditions de travail, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'on a des organisations du travail différentes dans les différents pays. Et notamment, dans les pays du Nord, on a des organisations qui sont dites apprenantes. Ce sont précisément celles où on a plus d'autonomie au travail et où on a plus de participation. Et quand les chercheurs essayent de comprendre pourquoi il y en a plus là-bas, ils tombent sur une seule variable, c'est la présence des syndicats. Donc, plus votre taux d'adhésion aux syndicats ou la présence syndicale dans les entreprises est forte, vous me disiez tout à l'heure comment ça se fait que nous soyons dans cet état. Eh bien, sans doute que nous avons des présences syndicales et à tous les niveaux, et peut-être aussi la parole donnée aux syndicats, une forme de co-construction qui est en vigueur dans les pays du Nord et en Allemagne, et qui n'est pas du tout en vigueur chez nous. On le voit en ce moment, puisque on a un gouvernement qui s'est complètement, si vous me permettez, assis sur la parole syndicale et sur quand même 8 organisations syndicales avec, non mais je crois qu'on l'a pas assez remarqué quand même, la CFE-CGT, CGC, pardonnez-moi, la Confédération des cadres qui est pleinement impliquée dans le refus de cette réforme. Donc, ce qui veut dire que finalement, Emmanuel Macron a raison de chercher dans le monde du travail la solution, puisqu'il dit, je cite ses propos hier, Dominique Méda, qu'il veut donc une négociation sans tabou sur le travail, sur le pouvoir d'achat aussi, qui pourrait être la Oui. clé d'une sortie de crise. Non, mais soit il vient de découvrir, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, soit il vient de découvrir qu'il y a une grave crise du travail, et peut-être à ce moment-là devait-il euh, arrêter, ne pas promulguer cette loi, soit il le savait bien avant, et à mon avis quand même, je pense qu'un président de la République est alimenté en notes, et qu'au moins le ministre du Travail, lui, connaissait parfaitement ce sujet. Donc à ce moment-là, on peut penser qu'il a fait cette réforme malgré cette crise du travail. Et donc, je vois pas très bien comment on rattrape. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? On a d'énormes... Alors, je vais employer le terme qu'il aime beaucoup, mais on a d'énormes réformes, en effet, à faire. Réforme de l'organisation du travail, discussion sur le travail, donner plus de pouvoir aux salariés dans leur entreprise, revoir la manière dont on distribue les aides aux entreprises. On distribue 200 milliards d'aides aux entreprises chaque année, sans aucune condition, avec beaucoup d'exonérations Quelles sont les sociales. conditions qu'il faudrait poser à ces aides, Dominique Alors, Méda? par exemple, on pourrait demander aux entreprises auxquelles on donne ces aides, on pourrait leur demander de respecter un certain nombre de bonnes pratiques, qu'il s'agisse d'environnement, leurs pratiques en matière d'émissions de CO2, ou en matière sociale. C'est-à-dire qu'elles s'engagent à augmenter les salaires, à ne pas avoir des minima en dessous du SMIC, qu'elles mettent en place des moments et des lieux d'échange des salariés, etc., etc. Emmanuel Macron a insisté hier sur le fait que le chômage avait sensiblement reculé en France, que la France s'était réindustrialisée. Ce sont deux bonnes nouvelles, Dominique Méda. Oui, je mettrai un léger bémol, puisque vous savez, par exemple, si vous avez regardé la dernière note de l'OFCE, de Bruno Coquet, il nous dit qu'il y a derrière cette augmentation de création d'emplois des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de création d'emplois dans l'apprentissage. Vous allez me dire, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, sauf que, petit 1, elles sont considérablement aidées. Je crois me souvenir que ça coûte 5 milliards d'euros en 2022, c'est beaucoup. Là encore, sans condition. Vous voulez dire qu'il y a Et des effets d'aubaine? tout à fait, ce sont des effets d'aubaine. C'est-à-dire, expliquez-nous. Eh bien, il se passe des choses on aide, on donne de l'argent à des entreprises pour faire des choses qui auraient pu se passer sans ça. Et de surcroît... Parce que, a priori, le principe qui consiste à dire qu'il vaut mieux aider le travail plutôt que le chômage est un principe qui doit pouvoir se défendre, Dominique Méda. Tout à fait, ça dépend ensuite des
type d'emploi que l'on aide. Donc là, ce sont des emplois en effet d'apprentis. Et l'autre point sur lequel Bruno Coquet mettait le doigt, hein, c'est que ces fonds sont dirigés en fait plutôt vers les jeunes issus de l'enseignement supérieur, plutôt que vers ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'argent dans le circuit, il y a beaucoup d'aides. Je reviens sur ces 200 milliards. Il y a une économiste, d'ailleurs de Dauphine, hein, qui s'appelle Anne-Laure Delatte, qui vient de publier un livre où elle décrit par le menu depuis 2010 l'ampleur de ces aides aux entreprises. Et donc, vous voyez, là, par exemple, il y avait une réserve très forte d'argent que l'on aurait pu utiliser. Et en disant cela, je réponds à cette idée sur laquelle le président de la République est revenu tout au début de son discours hier, où il nous a redit c'était une réforme nécessaire, on ne pouvait pas faire ceci, on ne pouvait pas faire cela, on pouvait finalement rien faire d'autre que ce que j'ai fait. Mais si, on pouvait faire beaucoup d'autres choses. On pouvait faire beaucoup d'autres choses. Par exemple? Par exemple, alors, on pouvait d'abord faire un cocktail de mesures au lieu de faire une mesure unique, cette fameuse mesure d'âge très, très injuste. Et puis, on pouvait en effet aller chercher de l'argent ailleurs, aller chercher de l'argent sur ces fameuses aides aux entreprises pour une petite quantité, hein. Augmenter un petit impôt sur les plus aisés, augmenter la CSG sur les plus aisés. Voilà, on pouvait faire des choses multidimensionnelles qui auraient évité de jeter le pays dans cette crise absolument dramatique. Mais alors, cette crise, elle témoigne donc, selon vous, d'un malaise au travail, d'un malaise démocratique également. Quelques mots à ce sujet, Dominique Méda. Écoutez, oui, d'un malaise démocratique, parce que là, on a quand même... Moi, je suis un peu sidérée de la façon dont ce président met le feu au pays. Presque, je ne vais pas dire presque volontairement, mais souvenez-vous des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, vous aviez j'avais eu le plaisir et l'honneur d'être interviewé par vous lorsque le président de la République, en mars 2019, avait voulu réunir un certain nombre d'intellectuels, une soixantaine, et il avait voulu écouter ces personnes sur ce qui se passait. Là où je suis sidérée, c'est qu'à l'époque des Gilets jaunes, aujourd'hui, tout le monde sait qu'un certain nombre de personnes avaient conseillé d'accompagner la mesure d'augmentation de la taxe, d'accompagner sérieusement 1 ou 2 milliards sur la table pour que les plus modestes ne soient pas les plus Laissez pour affectés. Mais ça ne s'est pas passé, et on a eu une gigantesque crise sociale avec des violences, et là ça recommence. Donc j'ai l'impression là que, en effet, notre président joue un peu à l'apprenti sorcier et ne fait pas attention à cette mécanique très délicate qui consiste à gouverner une société. Mais alors, cette mécanique-là, parce que donc Emmanuel Macron a une vision de la légitimité, il en existe d'autres, mais en tout cas, cette légitimité des urnes, le fait que cette réforme, elle ait été annoncée, dit-il, depuis donc la campagne présidentielle, que si l'on avait voulu quelqu'un qui fasse par exemple la retraite à 60 ans, eh bien, il aurait fallu, toujours selon donc les membres de Renaissance, élire quelqu'un d'autre. Oui, mais je crois que là-dessus, tout a été dit, hein. Les personnes de gauche se sont bien comportées et ont voté pour Emmanuel Macron, bien qu'elles n'en aient pas fondamentalement envie, parce qu'elles voulaient éviter l'arrivée de Marine Le Pen. Donc voilà, Emmanuel Macron s'était engagé à tenir compte de l'ensemble de ses voix. Il ne l'a pas fait. Mais moi, il me semble, j'ai envie de vous redire exactement la même chose que ce que je vous avais dit précisément dans ce débat en 2019. C'est-à-dire, il me semble que Emmanuel Macron, il gouverne avec son entourage à partir des recettes qui nous ont été apprises à l'ENA. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on vous a appris, alors, on Alena nous a appris la compétitivité, l'importance des marchés, le fait que, sans doute, c'est ce que je raconte dans la préface à ce livre que j'ai intitulé « C'était les années Macron », qui est l'ensemble de mes chroniques publiées dans Le Monde. Et vraiment, il y a une doxa. Hein, ça s'appelle, les chercheurs appellent ça le consensus de Washington. Vous savez, on a eu en 1944 consensus de Philadelphie. L'État doit intervenir, il faut redistribuer. Les salariés sont très importants, les syndicats sont très importants. Et puis, en 1980, à partir des années 80, consensus de Washington. Une nouvelle doxa néolibérale qui s'impose. Et je crois qu'on vit là-dedans depuis ces années-là. Et ce qu'on nous a appris à l'ENA, c'était ça. Moi, j'étais à l'ENA à la fin des années 80 et on baignait
complètement là-dedans, sans toujours s'en rendre compte. Mais je crois que ça a continué par la suite. Et si vous voulez, ce dont je suis absolument convaincue, c'est que ce consensus de Washington ne nous est plus d'aucune utilité aujourd'hui. Il est Pourquoi? complètement... Mais il est toxique, il est pervers, il ne nous sert à rien. Il nous a menés dans le mur, d'ailleurs. Hein. Regardons les effets du néolibéralisme et de la financiarisation de l'économie. Il faut bifurquer radicalement et trouver un autre consensus, un troisième consensus. Et ce qui me semble, ce que je raconte dans la préface de ce livre dont je vous ai parlé, c'est que Emmanuel Macron est un homme du passé. Il est l'homme de ce consensus de Washington. Or, nous avons besoin aujourd'hui, notamment pour mener la transition écologique, de paradigmes radicalement différents. On va reparler de la politique dans quelques instants, aux environs de 8h20, avec notamment le billet politique. Mais comment expliquez-vous, dans ces conditions, Dominique Méda, que la gauche ne profite finalement qu'assez peu de cette crise-là, alors qu'a priori, les questions sociales sont généralement traitées par la gauche? Vous avez parfaitement raison, mais souvenez-vous du manifeste Blair-Schröder en 1999. Mhm. La gauche social-démocrate est au pouvoir dans un certain nombre de pays. Schröder est le chancelier allemand, Blair le Premier ministre anglais, et ils décident de publier un manifeste, donc de gauche, et dans lequel ils disent: il faut qu'on rompe avec nos vieilles lunes, on dépense trop, il faut faire plus de place à la responsabilité individuelle, il faut arrêter d'aider les gens, etc., etc. Jospin refuse de signer ce manifeste, mais après, peu à peu, la gauche, dans tous les pays, va être en quelque sorte atteinte, contaminée par cette nouvelle doxa. Et voilà, et on n'en est pas sorti. Donc aujourd'hui, on a un La flou. NUPES semble en être sortie. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, il faut absorber, il faut digérer tout ça. Ça veut dire qu'il faut Vous voulez dire reconstruire. que la gauche a été disqualifiée du fait de son oubli de la question sociale? Mais je pense que la gauche a été embarquée dans la croyance au néolibéralisme, comme les autres. Tout le monde a été embarqué là-dedans. Et simplement, on se rend compte aujourd'hui que, comme je vous le disais, que c'est un échec. Et donc, il y a une partie de la gauche qui doit faire sa propre autocritique. Je vous dis pas non Quelle plus que partie? toute cette partie qui a mené qui a porté Emmanuel Macron sur les fonds baptismaux, finalement. Hein. Jacques Attali lui-même le reconnaît aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant quand même. C'est-à-dire? Eh bien, Jacques Attali reconnaît qu'en effet, un certain nombre de recommandations qui étaient faites dans le fameux rapport sur la croissance qu'il avait rendu en 2008 et dont Emmanuel Macron était l'un des rédacteurs, comportaient un certain nombre de mesures qui n'étaient pas les bonnes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Dominique Méda, vous continuez à évoquer donc cette allocution télévisée d'Emmanuel Macron, évoquer le monde du travail, les propositions de Renaissance, en débat avec une députée Renaissance, Astrid Panosyan-Bouvet. Elle est également membre de la commission des affaires sociales. Je rappelle la préface que vous avez donnée au livre de Siko Mansholt, qui marque une date importante, selon vous, dans l'histoire des politiques publiques. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h20, nous sommes toujours en compagnie de Dominique Méda, professeur de sociologie à Paris-Dauphine. Nous avons parlé avec vous du monde du travail, d'un nouveau pacte pour le travail, puisque c'est le terme qui a été employé par le chef de l'État. Et vous êtes rejointe par une députée Renaissance, Astrid Panosyan-Bouvet. Bonjour. Bonjour. Astrid Panosyan-Bouvet, vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Qu'avez-vous retenu tout d'abord du billet de Jean Lémarie qui évoquait la reconstruction de la France en comparaison de la métaphore utilisée hier par le chef de l'État, celle de la cathédrale Notre-Dame? Écoutez, pour vous surprendre, quand on parle de la reconstruction de Notre-Dame, je pense au texte très très bien écrit et merveilleux de Jean-Luc Mélenchon quand il a découvert, voilà, je frappe fort, mais c'est vrai, où il avait comparé Notre-Dame à une merveille humaine, à une maison commune, sinon à une cathédrale commune et à une apothéose de l'esprit du travail de milliers d'hommes et de femmes. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler aussi que la France est une merveille humaine et que ça nous oblige aussi vis-à-vis des générations futures. Je pense que et qu'elle a un message singulier à dire au monde. On se rappelle aussi de l'émoi international qu'avait suscité effectivement cet incendie devant nous. Cette métaphore utilisée donc comme un signe de volontarisme politique, est-ce qu'elle peut fonctionner, Astrid Panosyan?
Alors, il peut fonctionner dans le cas de Notre-Dame, dans lequel il y avait effectivement un cap clair, une simplification législative et puis surtout une vraie confiance qui avait été donnée aux hommes et aux femmes de terrain pour effectivement prendre les choses en main. Quand on parle de la société française, et Madame Méda l'a dit, on parle aussi d'humanité, de pâte humaine. Et donc, c'est peut-être pas nécessairement comme ça que ça peut se produire, mais je pense qu'il y a quand même des ingrédients qui sont le cap clair, et la capacité à mettre la décision là où doivent se prendre les décisions et les confiances aux gens qui sont sur le terrain. Et je pense que quand on parle des services publics, de la santé et de l'éducation, il y a un vrai sujet de désengagement lié aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de manque de confiance qui a été donné à nos agents qui auparavant étaient notre fierté et qui ne se retrouvent pas dans les missions qui leur sont données. Donc il y a quelques ingrédients qu'on peut retrouver dans le volontarisme, dans la volonté de redonner vie à nos services publics, comme à la question du travail sur laquelle on va bientôt parler. Justement, alors c'est l'un des 3 chantiers qui a été évoqué par Emmanuel Macron hier. Nous en avons parlé avec Dominique Méda il y a quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Astrid Panosyan-Bouvet, réformer le travail aujourd'hui en France ? Ben moi, je suis contente qu'on parle du travail, parce que le travail, c'est pas l'emploi. Le travail, c'est une réalité subjective. Quelle différence faites-vous entre le L'emploi, travail et c'est un l'emploi ? agrégat économique qui va plutôt qui va être lié à l'activité, qui va être lié au chômage, qui est un vrai sujet et qui reste un vrai sujet, hein, notamment avec des taux de chômage qui sont diversifiés selon les territoires. Donc, ça reste un vrai sujet, notamment l'insertion professionnelle des jeunes et la question des seniors. Mais là, quand on parle de travail, c'est effectivement la réalité subjective, intime et collective du travail. Donc, c'est le travail qui paye, c'est le travail qui donne du sens, c'est le travail qui crée du lien, c'est le travail qui est soutenable tout au long de la vie, c'est le travail qui ouvre des perspectives. C'est la vie, quoi. Et c'est vrai que le travail a été, je le pense, un impensé politique de la question économique et sociale de ces dernières années. On a beaucoup parlé de la réduction du temps de travail, d'ailleurs sous l'angle plutôt de la lutte contre le chômage. On a beaucoup parlé de la lutte contre le chômage, et c'était normal. Ça a été un vrai fléau. On a parlé plus récemment à la faveur de l'inflation. Et naturellement, et il faut continuer, et il faut continuer, il faut continuer. Et on a parlé du partage de la valeur ajoutée à la faveur de l'inflation, mais il faut nous maintenant parler du travail, des conditions de travail, de pénibilité, d'usure professionnelle, d'accidents du travail qui sont un vrai sujet en France, de la formation professionnelle qui ne marche pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets sur la table et qui vont prendre du temps, parce que si on veut aller dans la négociation et pas dans la concertation, le temps social n'est pas le même que le temps politique. Il faut se donner un peu de temps. Si je suis Dominique Méda, dans ce que nous avons vu il y a quelques instants avec elle, eh bien le monde du travail est particulièrement malade en France. Il souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'un manque de démocratie. Et cela explique une partie, en tout cas, du refus de cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez, Astrid Panosyan-Bouvet, vous qui êtes députée Renaissance ? Alors, je pense effectivement que moi, je fais partie de ces personnes qui ont regretté qu'on ne parle pas de travail avant de parler des retraites, ce qui a pu aussi créer ce caractère très anxiogène autour de la question des retraites. Les retraites apparaissant comme un espèce de bonheur différé par rapport à une vie de labeur et de soutenabilité. Et donc, il y a, quand vous avez parlé d'études à la fois françaises et de comparaison européenne, les Français accordent de l'importance au travail. Donc, la question de la fainéantise, de la flemme, non, le travail a encore une place centrale dans la vie des Français. C'est encore une valeur. J'aime pas ce terme de valeur, mais en tout cas, c'est une place centrale. Parce qu'il y a un côté moral. Et je pense qu'il y a un vrai discours à avoir entre le droit à la paresse et le travail comme valeur morale. Et également, il y a aussi quelque chose à trouver en alternative au travail comme émancipation individuelle. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui de travailler sur ces questions. Et voilà, là, il y a le décrochage avec les Français, c'est que les Français, par rapport aux Européens, ont le sentiment que leur travail n'est pas assez reconnu et qu'il y a aussi une question de salaire qui n'est pas à la hauteur de l'effort et de l'intensification perçue ces dernières années au travail. Jean Lémarie. Sur la question du travail, il y a effectivement en ce moment un malentendu qui dure, je dis en ce moment, mais en réalité il est là depuis plusieurs années, sur le sens des mots. Emploi versus travail, vous le disiez, mais aussi travail comme valeur. Vous vous rappelez Nicolas Sarkozy, la valeur travail, débat qui traverse également la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, on se souvient de la sortie de Fabien Roussel à la rentrée, la France insoumise évidemment. Donc la valeur travail versus la réalité du travail.
Et on est toujours dans cette ambiguïté-là, dans le débat syndical, dans le débat politique plus que jamais. Et je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous devons faire extrêmement attention à la manière dont nous parlons du travail. Quels mots employons-nous et quels mots les politiques vont-ils employer pour parler du travail? Parce que la manière dont on en parle conditionne en réalité les solutions que nous allons trouver ou pas face aux difficultés. Alors, une réponse d'une politique, Astrid Panosyan, et puis Justement, ensuite c'est d'une sociologue du travail. Je veux parler, et moi je me suis beaucoup nourrie à la fois de rencontres sur le terrain, mais des travaux de sociologues du travail et pas simplement d'économistes du travail. Parce que c'est précisément là qu'il faut parler du travail qui paye. Il y a un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur ajoutée, mais aussi sur des sujets qui sont les tassements des grilles de salaire à la faveur de l'indexation automatique du SMIC, qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de différence finalement entre les différents échelons et des gens restent coincés pendant des années et des années à des salaires très bas sans véritable perspective. Et je veux aussi parler des conditions de travail. Et on a bien vu pendant les retraites que la question de la pénibilité, de l'usure professionnelle était au cœur de la problématique. Donc ça c'est pour moi la question du travail, de la réalité du travail, autrement que des invectives sur la valeur du travail, qui a forcément une connotation morale qui ne correspond pas à la réalité telle qu'elle est vécue par les Français aujourd'hui. Jean Lémarie. Au fil des semaines, pendant le débat sur les retraites, le gouvernement a répété qu'il prenait conscience d'un nombre de problèmes importants liés au travail et que beaucoup de mesures seraient mises dans ce projet de loi travail ou emploi. Là encore, ambiguïté qui doit arriver. On ne sait pas quand exactement. C'est ce que nous disait dans ce studio Olivier Dussopt, invité de Sens Politique samedi dernier. Qu'y aura-t-il dans ce texte sur le travail, Astrid Panosyan-Bouvet? Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté de traduire assez rapidement, sans attendre un calendrier législatif, l'accord national interprofessionnel, où il y a vraiment des choses sur l'élargissement des dispositifs d'intéressement et de participation. On va enfin parler aussi de structure de grille salariale, c'est la question des tassements des salaires, et peut-être, pourquoi pas aussi, de menaces plus concrètes sur la fusion des branches pour les branches qui ont des minima conventionnels encore inférieurs au SMIC pour celles qui les ont depuis une certaine durée, on va dire, où il n'y a pas vraiment de dialogue social. Donc ça va être quelque chose qu'on voudrait faire sans attendre. Ensuite, il y a 2 packs. Il y a un pack qui est autour de France Travail, qui est l'organisation aujourd'hui de l'aide à la recherche d'emploi. Et puis également le sujet de l'accompagnement des bénéficiaires de RSA. Et puis il y a un autre pack Travail, le fameux pack Travail, qui lui serait confié à la négociation des partenaires sociaux et qui lui prendrait un peu plus de temps, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Méda? Alors moi, je pensais à vous en écrivant ma chronique qui est parue ce week-end dans le Monde. Non, mais oui, Précisez. tout à fait. Astrid Panosyan. Tout à fait. Je pensais à vous en écrivant qu'un certain nombre de députés Renaissance le reconnaissent à voix basse. D'ailleurs, vous ne l'avez pas reconnu à voix basse. Il aurait fallu commencer par traiter cette question avant d'ouvrir le chantier des retraites. Je vous ai entendu à plusieurs reprises le dire, donc ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Alors, il y a cette loi travail qui va arriver. Je suis tout à fait d'accord avec Jean Lémarie sur l'importance des mots. Notamment, là, on a l'impression en ce moment que les mots ne veulent strictement plus rien dire. Je pense notamment à l'usage du mot dialogue social. Quand le président de la République nous dit qu'en gros, on a l'impression qu'il a vraiment mis au centre de ses préoccupations le dialogue social, alors que c'est quand même tout le contraire qui s'est passé. Et je rappelle juste que les ordonnances de 2017, quand même, ce que l'on voit lorsqu'on tente de les évaluer, c'est qu'elles ont affaibli le dialogue social. Donc, je crois en effet qu'on a un énorme problème de mots. Maintenant, sur le fond, est-ce que cette loi travail va être un remède à la mesure de la très grave crise du travail française? Moi, j'ai pas du tout l'impression, parce que, bon, c'est très bien le partage de la valeur, toutes ces choses-là, c'est très important. Mais on a dit tout à l'heure, on a donné une liste des choses qu'il faudrait faire. Mais par exemple, la Cour des comptes nous a rappelé que toujours ces mêmes ordonnances de 2017 avaient supprimé la cotisation pénibilité qui permettait d'inciter les entreprises à faire de la prévention. Ça, hop, elle a été supprimée. Et donc, la Cour des comptes nous dit, les entreprises ne sont absolument plus incitées à faire de la prévention. Donc, il faut la remettre en place. Après, les 4 critères qui ont été supprimés, ne faut-il pas maintenant sortir de cette optique individuelle de la pénibilité et dresser une liste des métiers pénibles qui entraîneront une bonification pour la retraite? Et puis, plein d'autres mesures. La mise sous condition des exonérations qui sont données aux entreprises et plus généralement, des aides qui sont données aux entreprises. 200 milliards. Ma collègue Anne-Laure Delattre a montré que l'ensemble de ces aides avaient
avait considérablement augmenté, était donné sans condition. Donc, il faut absolument remettre des conditions. Et puis, c'est mon dernier point, j'ai presque fini, il faut redonner du pouvoir aux salariés. Alors, avec mes collègues, on ne parle pas de codétermination, on parle carrément, c'est ma collègue Isabelle Ferreras qui parle de ça, de bicaméralisme, 2 chambres, une chambre des représentants des apporteurs de capital, une chambre des représentants des investisseurs en travail, à égalité. Alors, vous allez me dire, vous dites n'importe quoi. Certains pays sont sur cette voie, la codétermination, c'est un début de réalisation. Et pourquoi est-ce que ça va mieux en Allemagne et dans les pays du Nord que chez nous? Mais parce qu'il y a de la codétermination, il y a du dialogue profond, approfondi, permanent avec les syndicats. Et je crois que c'est ça absolument qu'il faut remettre au centre. Astrid Panosyan. Oui, merci. Sur la question du dialogue social, c'est vrai qu'on a là maintenant suffisamment de champs pour faire le bilan des ordonnances. Je pense qu'il y a effectivement des velléités de simplification des différentes instances représentatives au sein d'une entreprise. Et ce qui en ressort quand même, c'est que on a eu cette grande instance qui est le comité social et économique, mais les élus syndicaux ont perdu le lien avec le terrain, et notamment sur les questions de sécurité et de conditions au travail avec la suppression des CHCT et leur équivalent qui sont les commissions santé et sécurité, mais qui n'ont pas véritablement pris leur envol. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet qu'il faudra mettre sur la table autour de cette question, surtout qu'on a un vrai sujet accident du travail. Nora Hamadi a fait une émission il y a quelques mois sous les radars sur cette question avec quelqu'un qui fait beaucoup, Madame Mathieu Lépine, qui travaille là-dessus, et c'est vraiment une vraie spécificité française, comme c'était considéré comme une fatalité, ce qui est absolument anormal. Il y a un vrai sujet aussi d'avoir des élus de proximité, qui est une demande des syndicats, et je pense que ça, des élus de proximité dans les établissements. Donc il y a effectivement la question de la codécision, sur lequel on avait avancé avec la loi Pacte, mais je pense qu'il y a le sujet de la codécision, donc des élus de proximité. En fait, il faut revenir complètement sur les ordonnances de 2017. Non, je ne dis pas qu'il faut revenir, je dis qu'il y a 2 sujets, c'est la santé et la prévention, avec un organe qui a été créé et qui doit avoir véritablement sa place à la vue des sujets prioritaires, et puis effectivement les élus de proximité. Je pense effectivement que sur l'usure professionnelle, aujourd'hui, le compte pénibilité, j'ai eu l'occasion d'en discuter, ne prend pas en compte les nouvelles pénibilités des services. C'est le port de charge et les postures pénibles. Et donc ça, il faut vraiment pouvoir le prendre en compte. Bon, l'autre question, qui est une question extrêmement importante, ce n'est pas seulement le travail, c'est donc l'emploi, autrement dit, la question du pouvoir d'achat. Astrid Panosyan, est-ce que l'on a un problème de productivité en France? Est-ce qu'on a un problème de partage de la valeur ajoutée, dans lequel cas les salaires seraient trop bas parce que le bénéfice irait ailleurs que sur les fiches de paye? Quelle est votre analyse de cette question, qui est quand même une question particulièrement Alors, quand on regarde effectivement, il y a eu beaucoup de création d'emplois, mais ce que soulignait Jean-Hervé Lorenzi, qui est un collègue à Dauphine, il signalait qu'il y avait eu beaucoup de création d'emplois peu qualifiés. Et donc, quand on parle travail, en fait, on va aussi parler de la question de la productivité et de la question de la compétitivité hors coût, la capacité ensuite des entreprises à pouvoir monter sur la chaîne de valeur ajoutée. Mais pardonnez-moi, je vous coupe, Astrid Panosyan, même pour les emplois peu qualifiés aujourd'hui, il est admis, je crois presque de manière factuelle, que les rémunérations sont trop basses en France. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut... Là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qu'a dit aussi le président de la République, c'est le lien avec l'industrialisation. Parce que... quand il y avait des métiers industriels, il y avait des métiers quand même mieux payés, avec des parcours professionnels, plus organisés aussi, parce qu'une des transformations du monde du travail, c'est pas simplement l'intensification, mais c'est l'individualisation. Et donc, il y a aussi, au regard de la question de l'industrialisation et l'industrialisation verte, la question des parcours professionnels. Et donc, on a perdu 2,5 millions d'emplois industriels dans notre pays depuis une quarantaine d'années. Ça fait partie des vrais sujets à la fois économiques, mais sociaux, qu'il faut pouvoir mettre en avant et sur lequel il faut pouvoir avancer à la manière d'une cathédrale. Dominique Méda, sur la question du pouvoir d'achat. Oui, c'est une question essentielle, et vous avez dit d'ailleurs, je vous donne le chiffre qui provient de l'enquête européenne sur les conditions de travail. En France, 45% des personnes considèrent qu'elles sont rémunérées justement à la mesure des efforts qu'elles consentent. En Allemagne, 68%. Voilà. Donc en effet, on a un vrai problème. Et on a un problème on voit clairement la chute du niveau de vie par rapport notamment à l'Allemagne. C'est quelque chose de clair. Tout à fait. Et donc, on a certainement
beaucoup de mesures à prendre en matière de salaire. On sait qu'il y a des minima de branches qui sont en dessous du SMIC qu'il faudrait relever. Et puis, il y a toute la question gigantesque des travailleuses et travailleurs essentiels, 4 600 000 personnes, pour lesquelles très peu de choses, presque rien, n'a été fait, alors qu'ils avaient été mis en avant. Et puis, j'ai envie de revenir sur la toute première réaction au discours du président de la République. Moi, j'ai été très étonnée par cette série de petites séquences temporelles. Alors maintenant, on ne se donne plus du tout un cap à 20 ans, ce qu'il faudrait aujourd'hui. Je veux dire, il faut faire la planification écologique, la grande bifurcation écologique, qui créera des emplois, et qui créera des emplois très utiles. Peut-être pas moins pénibles, mais il faudra justement, quand on les développera, s'intéresser beaucoup à leur nature. Mais alors maintenant, on est le nez sur le guidon, on attend l'allocution du président à 13h, puis son allocution à 20h, puis maintenant on a 100 jours. C'était toute petite séquence. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même voir un peu plus loin, fixer un grand cap à la nation? Et le grand cap, qu'est-ce que c'est? C'est la transition écologique. C'est tout organisé autour de cette transition. Et le financement de la transition écologique. Mais vous avez vu, tout à l'heure, on parlait du consensus de Washington. Ce consensus de Washington, il nous empêche finalement de mettre l'ensemble des investissements publics dont on a besoin sur la table. C'est pour ça que je redis... Mais parce que, regardez la loi de programmation des finances publiques à 5 ans, on nous dit qu'il va falloir baisser le déficit, le ramener à 3%, absolument, c'est ce qui compte. Mais non, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on construise un monde à peu près viable pour nos enfants. Astrid Panosyan. Je pense qu'il y a quand même une question de soutenabilité de la dette qui finit par être payée par les générations futures. Et c'est vrai qu'en France, et c'est pas nouveau, depuis 1974, on n'a jamais présenté un budget en équilibre. Il y a vraiment un sujet par rapport à la dépense publique et même avec la question du délitement des services publics, une défiance de la part des Français par rapport à l'impôt finalement. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de la dépense publique, parfois mal dépensée. Et vous parliez des 200 milliards d'euros sur les entreprises. Oui. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'était une étude du CAE que vous devez connaître qui fait une différence entre la structure de dépenses publiques françaises et les pays du Nord. Et il y a à peu près 22 points de PIB. Donc, je compare avec les pays du Nord parce qu'on estime que ce sont les mieux disants, on va dire. Oui. Et donc là, je pense effectivement, donc ça correspond à 50 milliards d'euros. Je pense qu'effectivement, et j'avais déposé un amendement lors de la discussion du PLFSS sur un début de conditionnalité, notamment sur la question de l'égalité professionnelle, parce que ce sont des sujets qui se cristallisent, on l'a bien vu, au moment des retraites. Donc être un petit peu plus exigeant avec cette conditionnalité sur la question de l'égalité professionnelle, en échange effectivement des aides qui sont par ailleurs nécessaires. Un petit mot de conclusion. Donc c'est une toute autre discussion, mais en effet, cette question des impôts, de la progressivité des impôts payés par les plus aisés d'entre nous, qui sont ceux aussi qui polluent le plus, elle doit en effet, me semble-t-il, être mise au centre du débat, et elle ne l'a pas été, parce que tous vos collègues, en effet, ont été répétant qu'il ne fallait surtout pas augmenter les impôts et qu'il n'y avait donc qu'une seule manière de traiter les problèmes, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite. Mais voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on avait quand même une multiplicité de solutions à notre disposition. On aurait pu faire un cocktail en faisant un petit peu payer les entreprises, un petit peu les plus aisés. Et c'est vraiment dommage que les choses soient passées ainsi. D'autres idées ont été évoquées par Emmanuel Macron dans ces chantiers, notamment la question de la sécurité. Astrid Panosyan, qu'en pensez-vous? Là aussi, s'agit-il de ce que l'on peut apporter pour tenter donc d'apaiser le pays? Alors, moi, je pense qu'il faut avoir un discours très clair et très assumé sur à la fois la question sociale et la question régalienne. Parce qu'il faut regarder en face le terreau sur lequel prospère le populisme d'extrême droite, à la fois en France, en Europe, voire aux États-Unis. C'est effectivement le sentiment de déclassement individuel associé à une forme de déclassement collectif sur la question des services publics. C'est, je le dis entre guillemets, le sentiment que l'État n'est pas tenu, avec effectivement un discours assez facile sur les questions de police et de justice. Et puis, c'est un troisième élément sur le fait que, quoi qu'on dise, de toute façon, on n'est pas entendu. Une défiance vis-à-vis des élus et vis-à-vis des institutions. On a aujourd'hui ces 3 ingrédients qui sont en place en France. Et je pense qu'il faut, et c'était quand même l'objet du discours du président, regarder ces sujets en face,
l'un après l'autre. Et effectivement, il y a la question de la sécurité et de la justice qui doivent être mis au centre parce que c'est aussi une préoccupation de nos concitoyens. Mais alors même que certains de nos concitoyens, Astrid Panosian, considèrent justement que le volet sécuritaire, autoritaire de l'État est par trop affirmé, présence policière, violence policière, cela est souvent pointé du doigt. Alors moi, je pense d'abord à la question de la sécurité et de la justice au quotidien. La justice a quand même été un parent pauvre des administrations de notre pays, avec des délais pour une cour d'appel allant jusqu'à 14 mois, 18 mois pour les prud'hommes. Et je pense à la sécurité au quotidien, les violences faites aux personnes et aux biens, sur lesquels ça crée soit des anxiétés très légitimes, soit des irritants au quotidien. Et ce sont aussi des choses qui, alliées à une justice qui fonctionne mieux, qui traite aussi dignement, en évitant la récidive, ceux qui sont dans les prisons, qu'on peut faire avancer et qu'on peut aussi contrer un discours très populiste sur ces sujets. Mais alors justement, Astrid Panosian, si l'on suit les études d'opinion, on se rend compte que le parti qui a le plus profité de cette crise des retraites, c'est le Rassemblement national. Vous êtes député Renaissance. Est-ce que vous n'avez pas peur que toute cette politique aboutisse finalement à mettre au pouvoir un parti qui n'est pas celui que vous soutenez ? Mais c'est ma crainte. C'était ma crainte dès juillet dernier, d'ailleurs, avant même les débats que nous avons connus, vu la tripartition, vu effectivement la notabilisation du Rassemblement national aussi dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Je m'ai d'ailleurs pris un rappel à l'ordre sur cette question à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est précisément en travaillant sur ce sur quoi le RN prospère aujourd'hui. La question du travail, et moins de l'emploi, tout autant de l'emploi, mais la question du travail, la question du régalien. Vous parlez de merveilles humaines à propos de Notre-Dame. Je pense qu'il y a aussi à ne jamais laisser au Rassemblement national ce discours sur la chance et la fierté d'être né en France et de vivre dans notre pays. Et de redonner aussi cette espérance pour ne pas être simplement dans la peur et dans l'anxiété. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir s'aligner sur l'agenda du Rassemblement national ? Non, mais c'est pas parce que vous avez un discours assumé sur le régalien ou sur le travail que vous êtes en train de vous aligner sur le Rassemblement national quand même. Et puis il faut se rappeler quel est le discours, le programme sécurité du Rassemblement national. C'est la présomption de légitime défense de la police. Voilà. Et je pense qu'entre la police qui tue et le désarmement de la police qui était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et la présomption de légitime défense de la police du Rassemblement national, il y a un espace pour un ordre républicain. Merci à toutes les deux. Dominique Méda, professeur de sociologie à Paris-Dauphine, et merci à Astrid Panosian-Bouvet, députée Renaissance, membre de la Commission des affaires sociales.